Stéphane Le Foll, vous êtes donc notre invité politique ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire du Mans, président du Mans Métropole et vous êtes l'auteur de ce livre dont on va parler, Renouer avec la France des Lumières. C'est aux éditions Calman Lévy. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Stéphane Le Foll, ça y est, c'est officiel. C'était un secret de polichinelle, mais c'est désormais officiel. Anne Hidalgo est donc candidate à l'élection présidentielle. Vous allez la soutenir? J'ai pris comme principe de considérer qu'à la veille d'un débat présidentiel, il y avait à défendre des idées et un projet pour la France. C'est ce que j'ai fait avec mon livre. J'estime aujourd'hui que, vous l'avez dit, la candidature d'Anne Hidalgo était annoncée, elle est maintenant effective. Je considère d'ailleurs que, au vu de ce qu'elle a proposé, plus que jamais, l'idée d'un débat me semble nécessaire. Un débat entre qui? Entre elle et vous? Entre elle et moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats. En tout cas, moi, j'ai fait acte de candidature. J'ai d'ailleurs toujours pas de réponse du premier secrétaire du Parti Socialiste. J'avais envoyé une lettre à Blois. S'il n'y a pas de débat au sein du Parti Socialiste aujourd'hui, alors qu'un congrès du Parti Socialiste vient d'avoir lieu et il y a eu 20 000 militants qui se sont déplacés, 20 000, quand les congrès, il y a quelques années, c'était entre 80 et 100 000 militants, s'il n'y a pas de débat et un vote au Parti Socialiste, ça veut dire qu'il n'y a plus de Parti Socialiste. Donc ça veut dire que ce matin, simple. Vous demandez encore un débat entre vous et Anne Hidalgo. Vous considérez qu'Anne Hidalgo, ce matin, n'est pas la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle? Mais j'ai écouté ce qu'a dit Anne Hidalgo hier, et je pense que tous les commentateurs ont pu le remarquer. C'est pas ça qu'elle a revendiqué. Et c'est légitime. Son positionnement, moi, je le comprends, je l'accepte. Elle a plutôt dit hier soir à France 2 qu'elle était écologiste. Elle a dit qu'elle était la candidate du Rassemblement. La candidate du Rassemblement, mais je suis écologiste. Les écologistes ont une primaire. Elle dit aussi qu'elle est fidèle à sa famille politique, donc aux socialistes. Les écologistes ont une primaire. Il va sortir un candidat écologiste. Qu'est-ce qui fait l'identité et la différence avec les écologistes? C'est ça la question. C'est à cette question que je réponds dans mon livre. Et on va y revenir, mais je vais aller plus loin. Si on part à une présidentielle, sans affirmer ce qui fait sa singularité, sa spécificité, le risque, c'est que les électeurs ne le comprennent pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'elle a dit? Elle a parlé, elle s'est adressée aux classes moyennes, elle s'est adressée à des gens qui ont un peu perdu la gauche depuis quelques années. Qu'est-ce qui ne va pas? Le projet. Il faut un projet pour la France. C'est pas simplement une question catégorielle. Il n'y a rien de pire que de commencer, par exemple, avec une mesure catégorielle. Je double au moins le salaire des enseignants. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Les autres catégories peuvent légitimement demander, mais pourquoi pas nous? Au-delà de la question budgétaire, si je prends la question de l'éducation, le problème de l'éducation en France, c'est que les petits Français décrochent au niveau international, que l'échec scolaire est un problème majeur et que le temps passé à l'école est un des plus faibles de tous les pays de l'OCDE. C'est ça la question de l'éducation qui est posée. Si vous prenez un projet politique, il doit se situer à ce niveau-là et pas être simplement une mesure catégorielle. Donc alors, moi je ne suis pas d'accord. Elle présentera son programme dans les semaines à venir, c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais hier, c'était pas un discours programme. Mais alors c'est un discours avec un programme quand même. La preuve, c'est qu'il y a le doublement des salaires des enseignants. Alors pour vous, c'est un problème de fond, ce qui ne va pas. La différence entre vous et Anne Hidalgo, c'est un problème de fond ou ce qui ne va pas avec ce qui s'est passé hier, c'est un problème de méthode? Il y a un problème de fond, je vous l'ai dit. Moi, je pense qu'il faut un projet global pour la France. Et je le dis dans ce livre. Le problème de la gauche, justement, c'est qu'elle est restée sur des schémas catégoriels. On pense qu'on gagne une élection en choisissant des catégories, en parlant de statut. J'allais dire de statut dans l'emploi. Alors que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a toute une France qui n'est pas dans ce schéma-là. Et c'est la France populaire. La France des classes insécurisées. Et celle-là, on ne lui parle pas quand on fait ça. La France insécurisée, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, pour vous, c'est les classes populaires, les classes moyennes, si je schématise un petit peu. Oui, vous schématisez un peu, mais qu'est-ce que j'ai dit dans l'insécurité? Il y a à la fois ceux qui sont dans les classes populaires et moyennes, c'est-à-dire ceux qui ont des salaires qui ne sont pas très élevés, mais c'est surtout ceux qui sont dans, j'allais dire, l'économie privée, qui vivent avec l'idée qu'ils peuvent perdre demain leur emploi.
C'est ceux-là qui ont manifesté avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur les Gilets jaunes, que personne n'a lu, mais j'ai écrit ce texte. J'ai essayé d'analyser ce qui s'était passé. Et pourquoi d'ailleurs, politiquement, personne n'a été capable de reprendre le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes eux-mêmes. Parce qu'on est justement dans cette économie. Et cette insécurité-là, il faut la comprendre. Et là, la gauche répond par des mesures qui ne correspondent en rien à ce qu'attend cette classe insécurisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la gauche, elle a perdu ses classes moyennes et ses classes populaires. Elle ne leur parle plus. Mais bien, vous dites que la gauche a perdu sa boussole. Mais bien sûr. Alors en plus, elle a perdu sa boussole sur un certain nombre de questions, sur les grandes questions. On va y revenir, notamment sur l'écologie et le travail. Mais d'abord, est-ce que la gauche aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à parler à ces classes moyennes, à ces classes populaires? Mais j'arrive à parler, j'essaye de réfléchir pour parler à ces classes-là et en tout cas faire une analyse de la situation. Comment on part à une présidentielle? En faisant une analyse du contexte. Je parlais tout à l'heure des dépenses et des systèmes catégoriels. Quelle va être la situation de la France à la fin de l'année? Un déficit qui va dépasser les 8% budgétaires et une dette qui va approcher 120%. Comment on fait? On peut dire, mais ça compte pas. Mais ça va compter dans la tête des Français. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo a déclaré sa candidature, et c'est tout à fait respectable, elle l'avait annoncé. Elle a fait des propositions, quelques pistes de propositions. La moindre des choses maintenant, c'est qu'on en débattre. Parce que de toute façon, le débat aura lieu. Ce que je dis là... Il aura lieu quand? Mais il aura lieu dans la présidentielle. Ça veut dire quoi? De toute façon, il aura lieu. Mais il aura lieu sur ces sujets ou il aura lieu entre vous et Anne Hidalgo? Mais je pense qu'il y a besoin d'un débat entre nous pour pouvoir caler un projet qui soit socialiste et qui soit identifié. Parce que l'écologie est un sujet très important et je respecte les écologistes. Sur l'écologie, mais juste sur la méthode. Vous dites Olivier Faure ne me répond pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous, Stéphane Le Foll, vous allez faire? Est-ce que vous allez vous aussi déclarer votre candidature? Mais moi, je suis quelqu'un qui reste dans un cadre. J'ai une méthode. Le Parti socialiste. C'est quoi le cadre aujourd'hui? C'est le Parti socialiste. Il y a, semble-t-il, dans la modification des statuts, il y avait les primaires. Elles ont été changées par un vote des militants. Olivier Faure veut réserver la primaire aux seuls militants, plus de primaire ouverte. C'est ça, plus de primaire ouverte. D'abord, on se referme, je vous l'ai dit, il reste 20 000 militants. Moi, je demande un débat qui soit un peu ouvert. C'est dans l'intérêt, d'ailleurs, même de celle ou de celui qui sera candidat après ce vote. Parce que on ne peut pas partir à l'élection présidentielle sans avoir éprouvé ce que l'on pense, sans avoir confronté ce que l'on veut faire. Parce que si on ne le fait pas avant, de toute façon, ça se fera devant les Français. Donc on a tout intérêt à essayer de donner une lisibilité sur le débat qu'on doit porter. Et je suis tout à fait respectueux. Mais je ne comprends pas ce que vous faites si Olivier Faure ne vous répond pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si Olivier Faure ne me répond pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de parti socialiste. Et ça veut dire que moi, je suis suffisamment responsable, je n'irai pas rajouter une candidature à l'extérieur du Parti socialiste. Vous voyez, j'ai le sens de la responsabilité. Mais c'est parce que j'ai le sens de la responsabilité, et parce que j'ai peut-être gouverné aussi, et ça donne le sens de la responsabilité, que je dis, mais comment ne peut-on pas avoir un moment de débat sur des questions qui engagent la France, qui engagent la gauche, qui engagent la social-démocratie? Regardez ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Qui est en tête dans les sondages? Le social-démocrate. On avait dit il y a 6 mois, et tous les commentateurs le disaient, peut-être que cette fois-ci, les Verts vont gagner la chancellerie. Le dernier sondage, 26 pour le social-démocrate, 20 pour la CDU et 15 pour les Verts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce social-démocrate qui est en coalition avec Angela Merkel, il assume ce qu'il a fait. Et il dit, si aujourd'hui il y a un salaire minimum en Allemagne, c'est parce que j'étais socialiste. Puis en même temps, il dit, on est dans une coalition, et moi je suis sérieux. Et celui qui est le plus à même de succéder à Angela Merkel, c'est moi. Sérieux et ambition. C'est ça l'enjeu. Sérieux et ambition. C'est ça qui fera la victoire. Sinon, il n'y aura pas de victoire. Voilà, c'est tout. Mais quand vous avez une multiplicité de candidatures à gauche, vous êtes bien obligé de rassembler. Or là, on a quand même vu Anne Hidalgo entourée de tous ces maires socialistes, présidents de région, de départements, qui ont gagné. Donc elle n'est pas seule. Elle porte un projet de décentralisation. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Elle n'est pas seule. C'est indéniable. Aujourd'hui, le seul qui pose des questions et qui demande un débat, c'est moi. Le seul.
J'étais assez habitué d'ailleurs, fut un temps, à être seul aussi, quand je soutenais François Hollande. Tout le monde pouvait faire comme vous faites, c'est-à-dire rigoler un peu. Bon, très bien, mais c'est pas grave. Non mais j'ai l'habitude, c'est pas un sujet. On constate qu'elle n'est pas seule. Mais elle n'est pas seule. Et je me dis, mais comment cela se fait-il? Et comment surtout, par rapport à ce que je viens de dire, sur des questions de fond, comment on va gérer le pays? Quel va être l'enjeu entre déficit et dette? Quelle croissance on souhaite? Comment on fait la transition écologique? Moi, je le dis, je veux une France durable. On va parler de l'écologie, parce que vous en parlez beaucoup dans ce livre. Oui, je veux donc une France durable. Est-ce que ça aussi, c'est une grosse différence avec Anne Hidalgo? On a l'impression que vous n'avez pas du tout la même vision qu'elle de l'écologie politique. Moi, ah non, je l'ai dit sur l'écologie politique. Je pense que l'écologie politique, constat qu'a fait Olivier Faure d'ailleurs, hein, a un plafond de verre. Mais moi, je me suis pas arrêté au constat. Vous dites que c'est pas l'écologie politique qui ferait gagner la gauche. Je me suis pas arrêté à ce constat. J'essaye de m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les Verts ont un plafond qui fait qu'ils sont... Trop de radicalité? Peut-être de la radicalité, mais surtout, l'écologie comportementaliste ne s'applique pas aux couches insécurisées. Je vais dire ce que vous dites pour que ça soit clair. Vous dites la classe insécurisée, donc dont vous parlez, on a compris, en gros les classes moyennes, les classes populaires, n'adhèrent pas du tout aux injonctions comportementales de la classe sécurisée en faveur d'une écologie politique chargée de tourner la page du passé industriel et de la consommation de masse. Ça veut dire que les écologistes et qu'Anne Hidalgo ont tout faux sur cette ligne, ils ne comprennent pas là-dessus les classes populaires et les classes moyennes? Mais je ne sais pas qu'ils s'expliquent. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que je fais. Pourquoi, quand il y a eu des rassemblements de la gauche, parce que vous parliez du rassemblement de la gauche, il y a eu des listes de rassemblement au premier tour, au régional? Oui, au régional, et vous aviez fait un accord en 2012 avec les écologistes sur les circonscriptions. Et absolument, mais c'est pas un sujet. Je pense que bien sûr qu'il faut faire des accords. Moi, la question du rassemblement, c'est pas une question... Pour moi, c'est pas la question principielle. On commence pas par là. On commence par dire ce qu'on veut faire. Et après, on se rassemble. Le vrai problème de l'indéfinition du Parti socialiste aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est ça la question. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ou quand on n'est pas audible parce qu'on n'a pas compris ce que l'on veut faire, à ce moment-là, les électeurs, ils vont ailleurs. Quelle est la question qui est posée? C'est que le total de gauche aujourd'hui, c'est tout juste le score du premier tour de François Hollande en 2012. 28%. Comment vous m'expliquez ça? Alors qu'il y avait... Comment vous l'expliquez? Justement, ils sont chez vous, chez Emmanuel Macron? Je ne sais pas si vous avez lu mon livre. Oui, on l'a lu, mais nos téléspectateurs peut-être pas, donc expliquez-le. Comment ça se fait? Mais ça se fait parce qu'on a perdu tout un électorat, et je reviens sur les classes insécurisées, et on s'adresse à l'électorat sécurisé. Qu'est-ce que c'est que l'électorat sécurisé? C'est celui qui peut penser justement des modifications comportementales parce qu'il a de la marge. Je prends mon vélo en ville parce que je me déplace, j'habite en centre-ville, puis après, quand j'ai besoin d'aller à la campagne, j'ai une maison secondaire. Donc la modification comportementale du comportement quotidien, elle ne coûte pas. Celui qui est au SMIC, autour du SMIC, toute modification en termes de comportement coûte. Et ça coûte déjà beaucoup. J'entendais Delphine Batho. D'ailleurs, les Verts ont eu un débat sur croissance-décroissance très intéressant. Sandrine Rousseau a dit non à la décroissance. Delphine Batho dit oui à la décroissance. Qu'est-ce qu'elle donne comme exemple? Il faut arrêter d'acheter des habits neufs et aller chercher les deuxième main, troisième main. Très bien. Moi, je constate au Mans, je constate dans le département de la Sarthe des gens qui font des braderies à longueur d'année. Les friperies, ils connaissent. Regardez ce qui se passe sur la question alimentaire. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a le développement des hard discounters. C'est-à-dire, les gens vont chercher les prix les plus bas. Et je sais que pendant la pandémie, les collectivités, toutes les collectivités, là, tout ensemble, ont été obligées de pallier à un vrai problème alimentaire. C'est-à-dire que quand les gens sont restés chez eux, payer à manger à toute la famille toute la semaine, ça devenait impossible. Comment vous expliquez à ce moment-là la sobriété? Oui, mais c'est très important de comprendre ça. Je ne fais pas que de dire « je suis pas d'accord ». J'essaye d'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que l'écologie politique a cette difficulté à pouvoir passer ce cap, et que si nous, on n'est pas capable de réfléchir à ces questions pour passer aussi ce cap et retrouver un électorat, on n'y arrivera pas. Je prends l'exemple de manière différente des Verts. Je vais reprendre l'exemple des enseignants. Là, de ce qu'on disait tout à l'heure. La question de l'éducation va au-delà de la question des enseignants, même si les enseignants, c'est un maillot essentiel, je vous l'ai dit.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école reproduit socialement ce qui existe, que c'est dans l'élite et les meilleures écoles, eh bien c'est plutôt des gens qui étaient déjà socialement aisés qui y vont parce que on a un temps scolaire qui est le plus court de tous les pays de l'OCDE et que hors scolarité, eh bien qu'est-ce qui reste aux enfants qui vivent dans des difficultés sociales? Rien. C'est ça la question. C'est pas simplement la question de doubler le salaire des enseignants, même s'il faut revaloriser le salaire des enseignants et qu'on a besoin d'enseignants. Mais on doit d'abord poser la question de l'éducation et de la mission. Je voyais Michael Delafosse qui citait Jaurès sur son adresse aux professeurs pour dire c'était bien de doubler le salaire des enseignants. Ben, je vais lui dire à Michael Delafosse quel était le message de Jaurès. C'était justement la mission qu'avaient les professeurs. On va parler pas ce qu'ils devaient gagner. Un mot sur le travail aussi, puisque vous en parlez dans ce livre. Anne Hidalgo, elle en a parlé hier de la valeur travail. Elle a dit qu'il faut valoriser le travail. Vous, dans le livre, vous revenez sur le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, « Travailler plus pour gagner plus ». Et vous dites « La gauche des statuts protecteurs doit comprendre et ne pas se montrer indifférente, voire en opposition à cette idée de la place du travail, en restant enfermée dans la conception aliénatrice du travail ». Est-ce que la gauche doit changer sa vision du travail? Est-ce que finalement, c'est la droite qui a accaparé la valeur travail, qui parle aussi aux classes populaires et aux classes moyennes? Absolument. Et c'est la droite qui, avec Nicolas Sarkozy à l'époque, ce slogan a été... vous avez qu'à regarder sur les votes de tout le Grand Est. Vous avez supprimé les heures sub défiscalisées, qui étaient le symbole de ça. Alors c'était le symbole de ça. À qui elles profitaient ces heures sub? Pas justement à ceux à qui elles étaient soi-disant destinées. Pourquoi? Parce que les heures supplémentaires, c'est les entreprises qui le décident. Et que, dans la plupart des cas, ils le décident quand ils en ont des besoins, et que les seuls qui faisaient et qui se fait rémunérer les heures supplémentaires, c'est des cadres, à juste titre d'ailleurs, qui font souvent hors cadre et hors statut, des heures supplémentaires. Donc c'était ça qui était compliqué. Et que deuxièmement, on avait un gros problème, c'est que les heures supplémentaires, à l'époque, coûtaient autour de 3-4 milliards d'euros au budget de l'État, alors qu'on était déjà à plus de 10% de chômeurs. Donc il y avait un sujet par rapport au chômage. Aujourd'hui, on voit qu'on a un vrai sujet de formation. On a une reprise économique qui doit être accompagnée par justement de la création d'emplois. Ce qui permettra d'ailleurs d'avoir en même temps des équilibres meilleurs pour ce qui est de la sécurité sociale et des retraites. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est ce que je dis aussi dans mon livre. Et c'est une vraie question qui doit être posée. Mais la valeur travail ne peut pas être conçue, et ça a été trop souvent la classe sécurisée qui pense, parce que elle, son travail, elle le vit avec plaisir. Mais ceux qui sont dans la difficulté tous les jours, la valeur travail, c'est une valeur qui leur donne une place dans la société. Et c'est pour ça que la question de l'assistanat est très complexe. C'est-à-dire que ces gens qui disent « mon travail, c'est ce qui contribue et c'est ma place dans la société », et ils disent ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas à avoir plus que ce que je peux, moi, m'offrir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réfléchir à la durée hebdomadaire du travail aussi? Est-ce que pour vous, il faut revenir sur les 35 heures? Mais il ne faut pas revenir sur les 35 heures. Les 35 heures, c'est acté maintenant. Et ça serait catastrophique de revenir. Par contre, quand je vois, par exemple, que dans le programme des Verts, voire, alors j'ai pas tout lu sur le projet socialiste parce qu'il y a beaucoup de portes ouvertes, mais où la CGT, ils sont sur les 32 heures à la semaine de 4 jours. Mais alors là, c'est ne rien comprendre. Et c'est bien ce que je vous dis. C'est que là, il y a une incompréhension. Vous dites que c'est ça qui leur a fait perdre la place de premier syndicat. Mais bien sûr, la CFDT n'est pas sur cette ligne-là, même si elle a été sur la réduction du temps de travail, à juste titre. À un moment, il y a besoin, parce que les gains de productivité étaient là, mais laissez croire que c'est en réduisant le temps de travail qu'on va créer des emplois. La preuve, c'est que les 35 heures ont été faites et qu'on a eu des problèmes de chômage après. Donc ce rapport au travail est une vraie question. La gauche est arrivée au bout de son rapport au travail. Il faut le changer. Vous dites beaucoup la gauche dans ce livre. Vous dites la gauche a perdu sa boussole, la gauche à laquelle j'appartiens souffre, la gauche a perdu son âme, la gauche s'est éloignée de ceux qu'elle est censée représenter. Pour qu'on soit clair, c'est la gauche ou c'est le Parti socialiste? Le Parti socialiste dans la gauche, puisqu'il avait la responsabilité. Qu'est-ce qui faisait de la force du Parti socialiste? C'est qu'il était capable, on va reprendre une vieille formule, de faire des synthèses entre différentes aspirations. Il y avait une gauche de la gauche au Parti socialiste, puis il y avait ce qu'on a appelé social-démocratie. Une social-démocratie, voire un social-libéralisme aussi quelquefois. C'était cette synthèse qui faisait que tout le monde s'y retrouvait. Aujourd'hui, il n'y a plus cette synthèse parce qu'il n'y a pas un débat suffisamment poussé pour savoir où il faut aller et où il faut mettre. Pour vous, c'est Olivier Faure qui porte l'entière responsabilité de ça? Entre 2012 et 2017, elle n'a pas fonctionné, cette synthèse. Elle n'a pas fonctionné. Par contre, je vous rappelle qu'on a gagné une présidentielle.
Oui, mais j'attends de voir maintenant comment ça va se passer. Hollande n'a pas été en capacité de se représenter. Le vrai problème de la synthèse, et ça, c'est un vrai sujet, c'est que un certain nombre de questions, depuis 2002, parce que moi je remonte la fracture et la vraie problématique de la gauche dans son rapport à l'électorat, c'est 2002. On fait les 35 heures, on fait la CMU, on est avec Jospin très fiers de tout ce qu'on a fait et on n'est pas au deuxième tour. Et on a analysé ça comme un problème et on a remis ça sur le Front National et on ne s'est pas posé les bonnes questions. Question de sécurité, question du lien au travail. C'est là que ça s'est passé. Donc Olivier Faure n'est pas le seul responsable de l'effacement. Non, mais Olivier Faure n'est pas le seul responsable. Ce que je reproche à Olivier Faure, de manière profonde, c'est qu'aujourd'hui, avec 20 000 militants, on n'est pas dans la renaissance. On est dans la dégringolade. Et qu'on n'a pas eu un débat justement sur toutes ces questions. Quand je dis que les Verts ont eu un débat sur croissance, décroissance, à la sortie du Congrès, j'ai demandé ce débat sur l'écologie. On aurait positionné et affirmé une position social-démocrate sur la question écologique qui posait la question d'une croissance différente, ce que je dis dans mon livre, la croissance sûre, capable de financer la transition énergétique et capable de financer notre modèle social. Parce que si vous avez plus de croissance, plus de richesse, comment on va financer le modèle social? D'autant que cette transition, elle va être impactante pour beaucoup de monde. Et il va y avoir besoin d'accompagner tous ces gens-là. Donc on a besoin de croissance. Ce débat, on aurait dû l'avoir depuis longtemps. Et là, il y a une confusion entre croissance et productivisme. Il y a une espèce de rapport à la consommation qui est, je le dis, dans l'idée comportementaliste de la sobriété chez les écologistes, qui est un vrai problème. C'est changer complètement notre mode de production, changer notre modèle énergétique. C'est ça l'enjeu. La France durable, c'est un projet pour tout le monde. Dernière question, Stéphane Le Foll, on a bien compris. Vous demandez ce matin toujours un débat à Olivier Faure avec Anne Hidalgo. Vous nous l'avez dit, vous ne serez pas candidat hors du Parti socialiste. Non, parce que j'ai le sens de la responsabilité. Ça veut dire que qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous soutiendrez un candidat comme Arnaud Montebourg, par exemple? Ah non, mais Arnaud Montebourg, vous n'avez pas lu. Mon livre dit clairement que la démondialisation, pour moi, c'est une erreur. Là aussi, quand je vois que... Et alors, le pire étant, j'augmente les salaires en supprimant des cotisations et je transfère ça sur de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, sur les entreprises qui créent de la valeur ajoutée en France, on va rajouter une taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est complètement contradictoire. Non, moi, Arnaud Montebourg, je ne voterai pas Arnaud Montebourg. Moi, je serai cohérent, je resterai cohérent. Mais je veux dire ce que je pense. Mais vous restez fidèle au Parti socialiste. Si le Parti socialiste soutient Anne Hidalgo, vous finirez par voter Anne Hidalgo? Mais bien, si le Parti socialiste soutient Anne Hidalgo, bien entendu. Moi, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de cohérent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette désignation sans débat est porteuse de beaucoup de risques électoraux derrière. Et je veux le dire, parce qu'une fois que ça sera passé, moi je ne dirai plus rien. Parce que j'attends de voir ceux qui tout le monde soutient. Si un jour ça va mal, je connais beaucoup de gens qui changent souvent de veste. C'est pas mon cas. Moi, je reste quelqu'un de cohérent et je dis les choses telles que je les pense. Et vous êtes venu nous les dire ce matin. Et en plus, merci beaucoup. Je pense ce que je dis. Merci Stéphane Le Foll d'avoir été notre premier invité politique de la saison.